Avant de commencer la conférence, je vais un peu me présenter. Donc, je suis Lionel Jeanneret, je suis suisse du Jura et je suis à Neuchâtel depuis une quinzaine d'années. Euh, je suis actif dans Bitcoin depuis 2013. Je n'ai pas du tout un profil d'informaticien ou de financier, je suis historien. Je suis actuellement également éditeur à Neuchâtel. Et puis, depuis ces 9 dernières années, j'ai approfondi le sujet de Bitcoin sur des points de vue techniques, mais aussi de réflexion qu'on pourrait dire un petit peu de fond, un peu philosophique sur qu'est-ce que Bitcoin, parce que c'est quelque chose d'un petit peu original. Je suis entrepreneur également, donc je gère des entreprises ici à Neuchâtel. Je participe à des projets divers et variés à Neuchâtel, mais aussi ailleurs. Et puis, je suis également membre administrateur de la plus grande association francophone de crypto-monnaies qui s'appelle le Cercle du Coin. Si j'ai organisé cette conférence aujourd'hui, c'est surtout que j'ai constaté auprès de nos élus, mais aussi dans l'administration, une méconnaissance profonde de ce qu'est Bitcoin, de ce qu'il représente et des opportunités en fait qui se proposent à nous dans plein de domaines. Et aujourd'hui, celui qui va nous intéresser, c'est au niveau de la transition écologique. Souvent, les médias mainstream, enfin les médias généraux, manquent de temps pour approfondir le sujet et puis dépeignent Bitcoin comme quelque chose qui détruit la planète, ce qui est pour moi extrêmement problématique étant donné que, à mes yeux, c'est tout l'inverse. Alors, je vais vous présenter un peu le sujet. Voilà. Donc l'exposé, je vais d'abord, je ne connais pas les connaissances techniques qu'ont les personnes ici dans la salle. Je vais d'abord parler un peu de généralité sur Bitcoin, sur qu'est-ce que réellement Bitcoin, parce que souvent les gens, ils en entendent parler, ils disent que c'est des jetons, que c'est quelque chose d'immatériel. En fait, Bitcoin, je vais vous expliquer vraiment ce que c'est concrètement. Ensuite, je vais parler de la sécurité de Bitcoin et de la preuve de travail. Donc la preuve de travail, c'est les calculs utilisés pour sécuriser Bitcoin. Je vais également parler un petit peu des statistiques et surtout expliquer en quoi souvent et dans les médias, donc je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, en quoi les médias souvent prennent des statistiques qui n'ont aucun sens parce qu'elles sont difficiles à établir. Et ensuite, je vais parler un petit peu du modèle économique du minage, parce que si on veut comprendre l'impact écologique de Bitcoin, il faut comprendre comment fonctionne cette industrie. Et ensuite, je vais vous parler de l'évolution qu'a connue cette industrie, qui est jeune, hein, elle existe depuis la fondation de Bitcoin, depuis 2009, mais en si peu de temps, elle a beaucoup évolué et elle continue à évoluer de manière rapide. Et je vais terminer par quelques idées de réflexion sur comment, en fait, mettre en place peut-être des mesures qui vont permettre de favoriser la transition énergétique en utilisant Bitcoin, mais également apporter aussi des opportunités économiques pour le pays. Voilà. Donc tout d'abord, Bitcoin, c'est une singularité informatique, dans le sens où au moment où Bitcoin a été lancé, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Donc d'abord, c'est un protocole. Donc un protocole, c'est des règles établies pour fonctionner ensemble. Et puis ce protocole, il sert à un réseau informatique pair à pair. Donc c'est un réseau décentralisé qui a ses propres règles.
Le génie et l'aspect en fait de cette singularité informatique, c'est ce qu'on appelle le consensus Nakamoto. Je ne vais pas entrer dans ça ferait une conférence entière d'expliquer ce qu'est le consensus Nakamoto, mais en gros, ce que je peux dire, c'est que le protocole, il est simple et il est stable, dans le sens où sa construction elle-même a pour but une forme de stabilité. Et puis, il a 5 caractéristiques. C'est qu'il est ouvert, public, sans frontières, neutre et résistant à la censure. Il faut comprendre que Bitcoin, il a été créé pour ne pas être détruit. On ne peut pas détruire Bitcoin parce qu'il a été créé pour ça. La résilience, c'est son fondement. En plus de ça, il faut avoir conscience que son adoption, elle est grandissante. Tous les indicateurs sont clairs. Il y a de plus en plus de nœuds, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent, il y a de plus en plus de pays qui l'acceptent comme moyen de paiement. La tendance à la législation dans les pays, elle n'est pas à l'interdiction, contrairement à ce qu'on croit, elle est à l'autorisation. Hier, Poutine accorde à Bitcoin le statut de monnaie étrangère. C'est intéressant à le noter parce que Poutine, la raison qu'il a donnée, c'est qu'il sait que son pays il est compétitif en termes de minage. Puis on y reviendra. Voilà. Et puis surtout, même si on imaginait de manière très théorique qu'on pouvait détruire Bitcoin, en fait, on ne peut pas le désinventer. Parce que derrière, si ce réseau est complètement détruit, il peut renaître de ses cendres. C'est du code qui fonctionne sur des ordinateurs qui sont connectés les uns avec les autres. Donc en fait, ce qui me semble important et qui est souvent problématique dans ce débat, c'est qu'en fait, la question, elle n'est pas si on est pour ou contre Bitcoin. Bitcoin, il est là. Il a des défauts, il a des avantages. Mais il est là. Il y a des gens qui l'utilisent, il y en a qui y trouvent une utilité. Mais la question vraiment qui, je pense, est constructive, c'est comment limiter l'impact écologique de Bitcoin et comment utiliser Bitcoin pour favoriser la transition énergétique. Et c'est à partir de ces questions-là qu'on peut vraiment être constructif. Je vais faire une parenthèse aussi qui est nécessaire, parce qu'il y a pas mal d'idées préconçues qui sont fausses. La singularité technologique, c'est le consensus Nakamoto. Ce n'est pas la technologie blockchain. La technologie blockchain n'existe pas. La blockchain, ça existait avant Bitcoin, une chaîne de blocs. Ça n'a pas été inventé à ce moment-là. Ce qui est nouveau, la singularité technologique, c'est le fait qu'un réseau pair à pair arrive à s'entretenir financièrement de manière autonome et qui est indestructible. Tout ce qui est créé après coup se sont engouffrés là-dedans et puis, mais n'arrive jamais à la simplicité de Bitcoin. Une autre idée préconçue, c'est que on dit souvent, Bitcoin, son problème, c'est la preuve de travail qui consomme de l'énergie. Et qu'il semblerait, en tout cas, il y a un conseiller national vaudois qui a dit que Bitcoin était obsolète parce qu'il existait des solutions. Le proof of stake, c'est-à-dire la preuve d'enjeu, ne remplace pas la preuve de travail. Ça ne fait pas la même chose. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça pourrait faire l'explosion. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Changer le consensus, un élément du consensus Nakamoto, le pervertit, et les participants du réseau Bitcoin ne le feraient pas. Ça ne veut pas dire que le proof of stake ne peut pas être utilisé pour autre chose, pour d'autres pratiques, etc. Et ensuite, ce qu'il y a souvent qu'on oublie, c'est... Bon, je vais juste enlever ça. Hein, voilà.
Voilà. Ce serait pas la même chose hein, s'il n'y avait pas un peu des choses amusantes comme ça. Voilà. Donc c'est l'ancienneté et l'origine non reproductible de l'expérience Bitcoin. Bitcoin, ça a été le premier. On ne sait pas qui est son fondateur. Il a grandi de manière organique à partir de rien du tout. Et puis ça, c'est plus possible actuellement parce que les gens sont attentifs. Et puis au moment où Bitcoin, personne n'en voulait, même personne ne voulait miner avec son ordinateur parce que ça faisait du bruit dans la maison, ben ça, c'est plus possible parce qu'il y a les gens qui... Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé, recentrer un peu le débat, je vais vous parler maintenant de la sécurité et puis de la preuve de travail. La sécurité dans Bitcoin, ce n'est pas les mineurs. La sécurité, c'est votre nœud. Alors, c'est quoi un nœud? Je vais vous montrer le mien. Sans mauvais jeu de mots. Donc, la sécurité, c'est votre nœud. En réalité, un nœud Bitcoin est un ordinateur qui contrôle toutes les transactions qui ont lieu sur le réseau et qui va contrôler, en étant toujours en connexion avec les autres, mais c'est le vôtre qui va servir de preuve pour vous. Bitcoin, c'est Don't Trust, Verify. Et puis, dans le réseau Bitcoin, pour vous, la sécurité, c'est que vous vérifiez avec votre ordinateur. Voilà. La décentralisation, de nouveau, c'est le réseau, en fait, de ces nœuds. Un nœud complet Bitcoin, il nécessite assez peu de ressources. Ça peut être un ordinateur personnel qui fait tourner Bitcoin à côté. Ça peut être un serveur classique, peut-être votre site internet qui fait tourner Bitcoin dessus. Moi, j'ai un Raspberry Pi. Voilà, il est branché chez moi. Ça, c'est un nœud Bitcoin. Il me permet de recevoir et d'envoyer des paiements n'importe où dans le monde, de manière instantanée et quasiment gratuite, depuis mon salon, au salon de quelqu'un d'autre, sans demander l'autorisation à aucune banque, aucun service financier et tout. Ça, c'est Bitcoin. Enfin, ça, c'est Bitcoin connecté avec plein d'autres nœuds comme ça. Donc, quand je dis qu'il est impossible de détruire Bitcoin, ça veut dire que si vous voulez détruire Bitcoin, vous devrez détruire tous les nœuds comme ça. Mais ça peut aussi être l'ordinateur personnel de personnes. Ça pourrait être mon ordi ici. Et puis, il faudrait contrôler tous les programmes que je fais tourner sur mon ordinateur. Ça demande aussi assez peu de bandes passantes. C'est la spécificité de Bitcoin. Voilà. Maintenant, ces nœuds-là que je vous ai montrés, ils sont connectés entre eux. Et puis, ils partagent un fichier qui s'appelle blockchain. Ce fichier, c'est le registre des transactions. Mais ils doivent se mettre d'accord, tous ces nœuds, pour savoir lequel est valide et comment le faire évoluer. Donc, on rajoute des blocs. Et c'est là que la preuve de travail arrive. La preuve de travail, c'est une référence mathématique infalsifiable qui permet un consensus incontestable. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, les mineurs, ils vont faire des calculs pour proposer au réseau de tous les nœuds quelque chose qui est valable dans les règles du protocole. Et puis, quand ils arrivent, donc c'est des sortes de chasseurs de primes, c'est-à-dire qu'en fait, les mineurs, ce n'est pas eux qui font les règles, qui font les lois. C'est les nœuds qui font les lois. Parce qu'ils se sont mis d'accord sur des lois, un protocole, qui s'appelle le consensus Nakamoto. Et ces chasseurs de primes, en fait, eux, ils vont essayer d'utiliser ces règles pour se faire de l'argent. Donc, voilà. Donc, normalement, en principe, les mineurs pourraient être n'importe quel ordinateur, mais en pratique, actuellement, à cause de la puissance de calcul démultipliée, c'est du matériel spécialisé qu'on appelle des ASICs. Et puis, également, étant donné que la puissance est assez importante,
ils s'organisent un peu en groupes qu'on appelle des pools de minage qui simplifient, enfin, qui permet aussi de... Parce qu'en fait, quand les mineurs ils calculent un bloc, ils récupèrent toute la récompense. Donc c'est un petit peu le loto. Ben, les pools de minage, elles ont aussi un rôle redistributif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'ordinateurs qui fournissent leur puissance de calcul, et puis en fait, quand ils obtiennent une récompense, ils les répartissent entre tous ceux qui ont participé, ça permet de lisser. Voilà à quoi ressemble un ASICS. J'aurais voulu en avoir un physiquement là, mais j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc c'est un ordinateur, il n'y a aucune miniaturisation. L'intérieur, ben, c'est des cartes graphiques. En réalité, ce n'est pas de l'informatique complexe, dans le sens où ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est spécialisé, ça fait qu'une seule tâche. Ça ne sait faire qu'une seule tâche, c'est calculer des blocs, enfin, tester des possibilités de blocs pour Bitcoin. Et puis, ça ne sait faire que ça. Ça n'a même pas... Même le nœud, il est plus complexe, parce qu'il va recevoir des informations, etc. Et donc, je vais revenir après sur ces machines, parce qu'elles sont au cœur de la consommation électrique de Bitcoin. Maintenant qu'on a parlé des machines en fait, qui participent à tout ça, donc il y a les nœuds qui forment le réseau Bitcoin, et puis il y a à côté des machines qui font des calculs et qui vendent leurs calculs à ce réseau. Il faut savoir qu'il y a des spécificités. C'est en fait, il y a une possibilité d'intermittence pour les nœuds et les mineurs d'être présents. C'est-à-dire à tout moment, je peux éteindre mon nœud à la maison, et le rallumer, et ça ne posera aucun problème. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour rejoindre le réseau. C'est aussi pour ça que ça va être difficile de le détruire, parce qu'il y a la police qui fait, imaginons une situation ubuesque où Bitcoin est interdit, et puis qu'en fait, il y a la police qui vient contrôler si on a bien un nœud Bitcoin chez nous, ben on l'éteint, puis quand ils repartent, on l'allume. En réalité, c'est vraiment prendre conscience que la question de l'interdiction de Bitcoin n'a aucun sens. Donc, et c'est la même chose pour les mineurs. C'est-à-dire qu'en fait, les mineurs, ils n'ont pas besoin de calculer en continu. Alors, il se trouve que certains le font, mais il y a une possibilité qu'ils ne le fassent pas. En plus, tout le monde peut participer de manière anonyme, voire même cachée. Je pourrais imaginer que mon nœud, ben en fait, je ne fais que récupérer les données du réseau, mais je ne les donne pas, et puis je reste caché comme ça, complètement. Le réseau également, il a pris il est prévu en fait dans le protocole un redimensionnement du réseau, et c'est automatique. C'est-à-dire en fait, j'y reviendrai, mais s'il y a moins de mineurs qui font des calculs, ben en fait la difficulté pour trouver des blocs, elle va diminuer également. Donc, vraiment, il s'adapte. Le réseau au Bitcoin, il est fluide, il est incorporel, dans le sens où il n'y a pas de tête qu'on peut couper. Voilà. Et puis, la preuve du travail, elle sécurise en fait tout le réseau. Donc, chaque fois qu'elle fait un bloc, elle ne va pas sécuriser ce qu'il y a dans le bloc. Elle va en fait, rajouter une couche de difficultés mathématiques, de travail. On pourrait imaginer que le travail, c'est creuser des trous. Ben, en fait, ça rajoute une couche de terre sur la blockchain qui sécurise en fait toutes les couches qui sont en dessous. Puis la preuve de travail, en réalité, pour faire une attaque, 51%, ce qui est souvent évoqué, en réalité, la difficulté, elle repose sur la logistique. Bitcoin n'a pas besoin d'avoir forcément des millions de machines, de mineurs, pour fonctionner. Elle a fonctionné pendant des années avec peut-être 5 ou 6 ordinateurs qui tournaient pour faire les calculs. Mais sa sécurité, elle est basée sur
la difficulté logistique de rassembler le matériel spécialisé pour sécuriser la blockchain, l'énergie qui doit être utilisée pour les faire fonctionner, et surtout, la discrétion. Parce qu'en réalité, le réseau, c'est les nœuds. Et les nœuds, ils appartiennent à des gens. Et si on constate, ou si un État dit on va faire une attaque 51%, et puis il commence à... Ben en fait, il existe des parades. Il y a des développeurs qui... on peut changer le mode de calcul. Imaginons Kim Jong-un qui a décidé de faire une attaque, j'en sais rien, et puis qui rassemble des ordinateurs. Ben, d'un claquement de doigts, si le réseau se sent en danger, peut changer tout de suite de protocole mathématique pour les blocs. Et à ce moment-là, toutes les machines qu'il a accumulées ne servent à rien. En réalité, la preuve de travail, c'est surtout une sécurité logistique. Et j'en arrive en fait un peu à ces erreurs qu'on voit souvent dans les médias. Les transactions de Bitcoin, elles demandent aucune preuve de travail. Un bloc, tous les 10 minutes, il y a un bloc de Bitcoin, enfin environ, toutes les 10 minutes, il y a un bloc de Bitcoin qui est ajouté. Mais qu'il y ait des transactions dedans ou pas, ça va être la même preuve de travail qui va être nécessaire pour le produire. Autre chose, la consommation n'a pas besoin d'augmenter avec le temps. D'ailleurs, elle peut aussi diminuer. On verra, ça a été déjà le cas. Certainement qu'à la longue, ça va peut-être même être la règle. Bitcoin, en réalité, c'est un socle, c'est un protocole de base qui, en fait, son importance, c'est qu'il soit indestructible. Et dessus, on peut construire des surcouches de protocoles sans que ça consomme très peu d'électricité comparé aux systèmes informatiques qui sont utilisés maintenant dans les banques pour faire des transactions ou autres. Il y a des protocoles décentralisés comme Lightning Network. Je vous fais volontiers une démonstration après. RGB, qui est développé Cocorico Neuchâtelois. Des DLC aussi, qui sont des sortes de smart contracts sur Bitcoin, mais également tous les services qui utilisent Bitcoin, qu'il y ait 15, 20, 30, 50, 100 000 boutiques qui acceptent les paiements Bitcoin, ça ne va pas augmenter en fait la consommation d'électricité ou de Bitcoin. Voilà. Maintenant que ces choses-là sont établies, on va parler un petit peu de chiffres. Donc en fait, les chiffres sont difficiles d'établir des statistiques dans Bitcoin parce qu'en fait, il y a l'anonymat, il y a l'intermittence dont je vous ai parlé, donc les ordinateurs qui viennent, qui rentrent, qui sortent, etc., qui re-rentrent. Et puis aussi que c'est global. C'est la seule industrie complètement globale dans le monde, le minage. On peut faire des estimations grossières basées sur deux indicateurs qui, eux, sont transparents et précis. Alors, ces deux indicateurs, c'est la difficulté du minage et le hash rate. Donc, la difficulté du minage, c'est la difficulté qui a fixé le réseau Bitcoin pour faire des nouveaux blocs. Puis le hash rate, c'est en fait une estimation de la puissance de calcul qui est déployée à tout moment sur Bitcoin, basée sur le rythme des blocs. Et le deuxième élément, c'est la récompense que reçoivent les mineurs. Alors là, vous voyez, ça c'est le hash rate de Bitcoin depuis plus ou moins sa création. Donc c'est une échelle logarithmique. Hein. Elle a, en proportion, en fait, elle a beaucoup explosé en 2011. Et c'est lié, j'y reviendrai, mais à des nouveautés technologiques sur les calculateurs. Ça ne veut pas dire parce que le hash rate il augmente, la puissance de calcul augmente, qu'en fait il y a eu forcément une augmentation de la consommation. C'est en fait les calculateurs sont devenus plus performants. Voilà, ça c'est pour vous montrer en fait la difficulté
la difficulté en fait du réseau en fait fluctue toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, la difficulté elle est réévaluée. Alors là j'ai mis uniquement depuis 2018, mais vous voyez, il y a des fois où ça baisse. Ici, la baisse, elle est certainement liée au fait que le prix du Bitcoin à cette époque-là beaucoup chuté. Et puis beaucoup de mineurs ont éteint leurs machines parce que miner n'était pas profitable par rapport au coût de l'électricité. Ici, on a la baisse, certainement celle-ci, qui est en fait celle liée au halving, où à des moments réguliers, en fait, le nombre de la récompense de Bitcoin diminue de moitié. Et puis, voilà, la récompense des mineurs, elle est moins importante. Puis ici, là, ça c'est une diminution de 50% en 1 mois et demi. C'est la Chine qui bannit le minage de son pays. En réalité, ça n'a pas fait grand-chose au réseau. Et puis, vous avez peut-être entendu parler du Kazakhstan. Il y avait tout le monde qui craignait pour le minage. Alors, c'est peut-être ça, mais peut-être que c'est même pas visible. En réalité, quand les médias nous ont appelés pour tout inquiets pour savoir est-ce que Bitcoin allait être détruit, on était là, mais on sort d'une diminution de 50%. Le Kazakhstan ne représente même pas 10%. Ça devrait aller. Voilà. Ça, c'est le chiffre d'affaires du mining. Donc en noir, c'est les blocs reward. Alors c'est en dollars. Hein, donc c'est flué par le prix. La tendance est à l'augmentation en fait, des revenus des mineurs. Il y a des périodes où, ça c'est les frais de transaction par rapport aux récompenses. La tendance actuelle, c'est aussi lié à des évolutions technologiques du protocole qui permettent de faire plus de transactions, surtout en fait, plus de transactions dans un bloc. Enfin bref. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si on fait des estimations extrapolées à partir de données parcellaires, hein, donc il y a peut-être entre 30 et 100 000 nœuds complets dans le monde, peut-être plus. Et puis les mineurs, il y a 4 à 5 millions de machines qui fonctionnent dans le monde. Alors on dit plutôt 4 millions, mais moi je considère qu'il y en a certaines qui sont intermittentes, donc il y a plus de machines, mais elles ne tournent pas tout en même temps. Voilà. L'estimation ici, donc souvent on prend pour exemple l'index de Cambridge, qui est en fait certainement un index qu'en vaut d'autres. Il est plutôt documenté, sourcé. Il propose plutôt des fourchettes, mais il donne des ordres d'idées. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'en fait ce qui est là, c'est des ordres d'idées. C'est qu'il y a 125,1 TWh d'électricité par année consommée. On peut dire que c'est autant que la consommation électrique de l'Ukraine. Mais on peut aussi dire qu'en fait, c'est presque 2 fois moins que l'électricité perdue aux USA. C'est 5 fois moins que l'énergie qu'on pourrait récupérer sur les torchères. Mais c'est aussi moins ou équivalent à toute l'énergie utilisée pour l'extraction d'or dans le monde, sachant que l'énergie de l'extraction de l'or, c'est plutôt l'hydrocarbure, avec les destructions de forêts et de paysages et de pollution de l'eau que ça engendre. Mais quand on a dit tout ça, ces comparaisons, pour moi, elles ont assez peu de sens, parce qu'on n'a pas encore dit quelle énergie était consommée. Est-ce qu'elle est carbonée? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle se fait au détriment des populations et de l'industrie? Mais pour ça, il faut prendre en compte l'importance des spécificités du minage. Et dans ces spécificités, il y a la consommation qui est pilotable. On a la première industrie de toute l'histoire de l'humanité qui a une consommation pilotable. Souvent, dans les réseaux électriques, on parle de production énergétique électrique pilotable ou non, parce qu'on considère que la consommation est stable.
enfin, c'est la consommation qui va définir comment va fonctionner le réseau. L'autre élément, c'est qu'en fait, le minage a un déploiement rapide et facile. Donc maintenant, c'est dans des containers. Donc on déplace le container et on peut aller consommer où il y a des surplus. C'est tout terrain, c'est-à-dire qu'en fait, on peut miner au milieu de la jungle ou au milieu du désert. On n'a pas besoin, on a juste besoin d'une communication satellitaire pour transmettre les calculs. Et c'est une concurrence mondiale instantanée. Donc en réalité, à tout moment, les gens au Kazakhstan qui minent, ils sont en concurrence avec ceux qui utilisent l'énergie géothermique en Islande et l'hydraulique au Canada, et puis les torchères au Texas, etc. Et puis, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que c'est une industrie jeune, mais qui a quand même une histoire. Et je pense que c'est en prenant en compte ces éléments-là qu'on va pouvoir comprendre. Je fais une petite parenthèse parce que je parle que de Bitcoin. Pourquoi il existe d'autres crypto-monnaies qui utilisent la preuve de travail. Il y a notamment Ethereum. Le profit en fait du minage d'Ethereum est actuellement plus profitable que celui de Bitcoin, mais pour des raisons techniques, ils vont abandonner ce système. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais également parce qu'en fait, l'industrialisation du minage de Bitcoin est le plus avancé. Surtout, en fait, il peut se projeter loin en avant. Et puis, aussi, pourquoi je me concentre sur Bitcoin? Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Et à la terme, il n'y aura qu'un seul système qui fonctionnera à la preuve de travail. Ça, alors, pour le coup, là, c'est plutôt mon avis personnel. Voilà. Les variables de rentabilité. Alors, il y a un seul gâteau à se partager. L'année dernière, 16,76 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour les mineurs. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'horlogerie suisse. Donc moi, j'aimerais vraiment que Roger Norman n'est pas là pour se défendre, désolé. Il a expliqué aux pays africains qui renoncent à miner parce qu'en fait, et renoncer en fait à une industrie que nous, on est très heureux d'avoir chez nous. Qu'est-ce qui va définir la taille du gâteau? La première, c'est la récompense des blocs. Donc c'est fixé par le protocole, ça fait partie du consensus Nakamoto. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette récompense, elle va diminuer régulièrement jusqu'à disparaître complètement en 2130 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on a le temps de voir revenir, mais tous les 4 ans, elle divise par 2. Donc en gros, le nombre de bitcoins de récompenses liées au minage, au block reward, il va diminuer constamment. Ensuite, il y a les récompenses pour les frais. Alors là, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, parce que comme vous l'avez vu avant, des fois ils augmentent, des fois ils diminuent, pour diverses raisons. Certainement qu'en fait, les frais vont augmenter. Après, on n'est jamais à l'abri en fait, d'amélioration, d'optimisation qui font que les frais de transaction restent bas. Et finalement, en fait, ce qui va influencer ce chiffre d'affaires, c'est la valorisation du Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qui aura une influence aussi sur le mining. Donc la tendance générale du prix du Bitcoin est plutôt à l'augmentation, en tout cas historiquement, mais elle est extrêmement fluctuante. Et puis, elle connaîtra forcément à un moment un maximum. C'est-à-dire, en fait, le Bitcoin, il ne va pas monter indéfiniment. Donc en réalité, il y aura un moment où ce qui dépendra, ce qui fera le chiffre d'affaires des mineurs, dépendra en fait du nombre de bitcoins qui recevront. Et plus au niveau du prix qui sera peut-être stable, mais en tout cas n'augmentera plus. Ensuite, toujours sur l'aspect économique, donc les mineurs, ils ont des investissements à rentabiliser. Puis l'investissement, en fait, c'est essentiellement l'achat des machines.
parce qu'en fait, l'infrastructure, elle est quasiment négligeable par rapport au prix actuel des machines. Et puis, l'autre élément, ben, c'est qu'ils ont des frais fixes. C'est essentiellement l'électricité, et suivant les pays, apparemment au Canada, c'est un peu plus cher qu'en Afrique, surtout qu'en fait, il y a des obligations d'État d'engager des gens pour chaque kilowattheure au Canada, enfin bref, mais ce qui va limiter vraiment l'activité des mineurs, c'est l'investissement à rentabiliser et les frais fixes. Voilà. Sur ça, c'est un petit graphique, j'aurais peut-être pas dû le mettre là, mais en gros, c'était juste pour montrer, ça c'est historiquement les différents modèles de mineurs qui ont existé, et puis suivant les couleurs, en fait là c'est l'efficience énergétique, donc la tendance clairement elle est vers une meilleure efficience, c'est-à-dire plus de calculs avec moins d'énergie consommée, sachant qu'en fait le bleu clair, en fait c'est les ASICs. Avant, il y avait les CPU, c'est simplement la puce d'un ordinateur normal. Le GPU, ça c'est les... je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein ? FPGA. FPGA, voilà. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était quelque chose un peu... voilà. Et puis ici, on voit avec le temps, en fait, la difficulté du minage, et qui est en fait extrêmement lié en fait, au changement en fait, de technologie. On est arrivé actuellement, et c'est là qu'on va... Je vais y revenir, mais à quelque chose qui est quand même la production possible. L'amélioration, elle commence à atteindre un peu ses limites, qui est en fait la physique, parce que on ne peut pas faire des puces plus précises. Voilà. Donc la première chose, c'est que l'augmentation du hash rate, ça ne veut pas dire plus d'électricité. Il y a un des éléments clés, en fait, c'est l'accès aux machines de mineurs et puis à leur prix. Un ami à moi estime, enfin bien renseigné, estime que la production d'un mineur, d'une machine de minage, coûte à peu près $800, mais il se trouve que ceux qui le font, il n'y a pas un marché efficient actuellement, et puis ils le vendent à 10 000. Donc là, il y a quelque chose qui est certainement à régler. Comme ça leur coûte cher, donc ils font une utilisation optimale des machines. On ne peut pas comparer, par exemple, un serveur chez Google ou un mineur. Parce qu'un mineur, en fait, il va fonctionner, quand il y a de l'énergie disponible, il peut fonctionner 24 heures sur 24, ce que la plupart des serveurs, enfin à plein régime, ce que des serveurs ne font pas. En fait, ils sont là surtout pour gérer les pics d'utilisation. Le matériel de minage est certainement le matériel informatique le plus intensément utilisé. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent de l'électricité bon marché. C'est essentiel pour eux. Parce qu'en fait, si vous les minez chez vous, au prix du kilowattheure que vous avez chez vous, c'est pas rentable. Vous payez plus d'électricité que ce que vous ne gagnez en... Donc ce qu'ils vont chercher, c'est qu'ils vont chercher absolument de l'électricité bon marché. Et puis ce qu'ils vont faire, parce que l'électricité vraiment bon marché, c'est l'excédent. Donc ils vont chercher des excédents d'électricité. Et puis il se trouve, c'est pas leur militantisme pour la planète, c'est qu'en fait, les énergies qui créent le plus d'excédents, c'est les énergies renouvelables, parce qu'en fait, elles sont non pilotables. C'est le dernier chapitre, puis après, on passera aux questions. Donc, avant d'arriver, en fait, de comment ça se passe maintenant, le minage, je pense qu'il est important de faire un rapide historique. Donc, en 2009, quand Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin, il n'y avait personne qui ne s'intéressait pas grand monde. En fait, c'était une phase du minage qui, en fait, était... L'élément qui manquait, c'était la bonne volonté. Le fait de faire tourner son ordinateur pour
gagner 50 bitcoins, qui le ferait? Donc, donc c'était la bonne volonté de ces gens qui faisaient tourner le réseau. Et puis il y a eu un moment où ces bitcoins, ils ont eu une valeur, ils ont valu 10 centimes. Et tout de suite, ça devient rentable. Et là, c'est là qu'il y a des prémices en fait d'industrialisation qui s'est mise en place. Mais là, de nouveau, en fait, ce qui était limitant, c'était le savoir-faire, parce qu'il y avait assez peu de personnes dans le monde qui étaient capables qui avaient même la connaissance que Bitcoin existait, et qui ont commencé à expérimenter en fait au niveau du minage, d'améliorer les programmes pour choper un bloc plus facilement. Ils ont fait plein d'optimisations. Puis à un moment où il y a cette invention des ASICs qui sont produits en Chine, puis là on a connu, et c'est la première explosion, enfin l'explosion vraiment du hash rate, c'est en fait l'industrialisation véritablement, elle s'est faite en Chine. Pour des raisons simples, c'est qu'ils avaient accès aux machines plus facilement que dans le reste du monde. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, ils avaient des excédents importants, saisonniers, d'énergie hydroélectrique. C'est-à-dire quand il y a la saison des moussons, il existe d'énormes surplus électriques en Chine. Et puis, il se trouve que dans le même pays, ils subventionnent l'énergie du charbon dans des régions reculées où ils ont peut-être même des camps d'internement dont on ne veut pas. Mais voilà, donc ce qu'ils faisaient, c'est que c'était saisonnier. Ils allaient dans le sud du pays pour profiter des surplus énergétiques hydroélectriques à la saison de la mousson. Et quand elle était terminée, ils rapatriaient leurs machines dans le nord. Voilà. Mais l'année dernière, la Chine, pour le bien du monde entier, a décidé de renoncer à cette manne financière. Surtout, en fait, ils en avaient aussi peut-être aussi marre de payer le charbon pour ce que je comprends. Et tant mieux que ça se soit terminé. Mais voilà, ils ont interdit le minage sur leur sol. Et ça a eu un effet extrêmement intéressant parce qu'en fait, l'industrie en fait, est vraiment en train de se développer au niveau international sur aussi d'autres valeurs. Aux États-Unis, des Européens qui ont aussi une sensibilité peut-être écologique un peu plus développée que les mineurs chinois. Et en fait, donc, le minage s'est aussi décentralisé à travers le monde. Et puis, on en arrive en fait là où je veux en venir. C'est en fait quel est maintenant le minage qui est en train de se développer. Puis, il y a 4 grands schémas. Le premier, c'est les excédents des énergies renouvelables mal connectées. Il se trouve qu'il y a des infrastructures électriques, enfin, dans les pays en voie de développement. Le réseau électrique, d'abord, on construit les centrales électriques, et ensuite on connecte, et après on doit équiper les gens, etc. Et ça a une latence de plusieurs années. Et puis ils ont du mal, en fait, à amortir leur centrale hydroélectrique, parce que là on parle surtout d'hydroélectrique et de géothermique. Ils ont du mal à les amortir pendant les années qu'en fait, ils ne peuvent pas vendre à la population. Et c'est là qu'en fait, les mineurs qui sont flexibles, ils viennent vers ces gisements d'énergie renouvelable qui sont éloignés des consommateurs, ils consomment et ils payent l'électricité à bas coût, mais c'est mieux que rien du tout. Et puis, ça permet, en fait, donc, généralement, ce minage-là, c'est de l'énergie, c'est souvent en fait donc, de l'hydroélectricité au fil de l'eau, et du géothermique, donc c'est en fait une production électrique en continu. Donc en fait, les mineurs, là, ils fonctionnent aussi en continu. Et puis en fait, ça permet d'accélérer en fait, l'amortissement des centrales et de financer l'infrastructure de distribution et de consommation. C'est-à-dire en fait, ces sociétés électriques, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en fait, elles vont utiliser, généralement elles appartiennent aussi à l'État, utiliser, on l'espère, après ça dépend du niveau de corruption des pays de nouveau, mais l'objectif, l'idée, en fait, c'est qu'ils l'utilisent pour développer leur réseau. Et sachant
qu'en fait, s'ils arrivent à vendre leur énergie à une industrie locale, ou ils ont une surproduction ils arrivent à faire venir, je ne sais pas, une industrie qui fait de l'hydrogène liquide, j'en sais rien, ben à ce moment-là, les mineurs, ils prennent leur clic et leur claque et ils repartent. Parce que pour le producteur d'électricité, il a meilleur temps de le vendre plus cher à quelqu'un d'autre qu'au minimum à un mineur. Des fois, j'ai envie de dire, en fait, que les mineurs, c'est un petit peu les gitans de l'énergie. En fait, ils peuvent être saisonniers. Non, c'est-à-dire ils peuvent se déplacer. Ils viennent, quand il y a du travail, quand il y a de quoi faire, ils peuvent venir, ils sont à disposition, etc. Deux exemples. Donc, parc des Virunga, il se trouve que j'ai quelques machines là-bas. Donc, c'est un parc naturel qui est en République démocratique du Congo. Et puis là, grâce à des financements notamment de l'Union européenne, mais aussi diverses fondations, ont pu créer des centrales hydroélectriques au fil de l'eau. Et puis, ils ont des surplus. Le but, c'est en fait d'équiper la région pour empêcher, pour que la population ne vienne plus couper du bois dans la réserve pour faire du charbon, pour pouvoir chauffer leurs aliments. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir remplacer le charbon par de l'électricité. Mais en attendant, ils ont des surplus. Et puis, on mine là-bas. Ce qui a été très intéressant pour eux pendant la période du Covid, parce que l'autre source de revenus de ces parcs, c'est le tourisme, et puis pendant le Covid, ça s'est écroulé. Et en fait, le minage était leur presque unique source de revenus. Et l'autre exemple, c'est plus d'État, c'est le Salvador, qui a une stratégie claire en fait, de développer des centrales géothermiques et de les utiliser pour son développement économique, mais aussi pour son autonomie énergétique. L'autre exploitation possible, c'est l'exploitation, c'est du minage avec de l'exploitation pilotable. En réalité, c'est l'utilisation du minage pour consommer les excédents des énergies renouvelables intermittentes. Surtout, en fait, le solaire. J'ai pas d'exemple, en fait, avec de l'éolien. L'idée, c'est, en fait, d'utiliser le minage pour lisser les fluctuations journalières de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où, si on développe de manière importante les énergies renouvelables, notamment le solaire, en Suisse, il y aura des pics où en fait on produira bien plus que ce qu'on aura. On n'aura peut-être pas les infrastructures non plus pour les stocker. Là, il y aura possibilité de la consommer et en fait de les rendre rentables. En fait. Ça permet de résoudre des problèmes aussi de gestion de certains réseaux électriques. En fait, les réseaux électriques, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup, surtout par rapport à la consommation. Et puis souvent, dans une société, enfin dans un réseau électrique, on va dimensionner la production électrique pour les pics. En fait, les pics, ils durent quoi? 10, 15 minutes. Et le reste du temps, en fait, toute l'infrastructure est surdimensionnée. Pendant 10-15 minutes, on éteint les machines et puis c'est pas un problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est mondial. Quand vous éteignez les machines parce qu'il est midi ici et puis que c'est le moment que c'est le pic, mais c'est pas midi en Russie, c'est pas midi aux États-Unis ou au Brésil. Voilà. Donc, voilà. Et ça permettrait d'améliorer l'amortissement des énergies renouvelables intermittentes. Imaginez par exemple que vous avez une maison avec un beau toit, puis que vous voulez faire du solaire, puis qu'avec, on vous intègre un mineur qui consomme l'excédent au moment... et puis qu'en plus, ce mineur produit de la chaleur qui permet de chauffer votre eau. C'est des choses qui sont possibles. Le problème, et un des problèmes, c'est notamment le prix des machines de minage. Mais ça, c'est quelque chose qui va évoluer, je l'espère.
Voilà. Donc là, je vous donne deux exemples. Donc, il y a cette société qui s'appelle Meatze, qui est basque, je crois, en Espagne. Eux, ils sont justement spécialisés sur du minage en lien avec le solaire. Et puis, à côté, bah, ça ne se voit pas trop, mais c'est le drapeau du Texas. Le Texas a d'énormes problèmes avec le réseau électrique, qui en fait, ils ont du mal à le stabiliser, parce qu'en fait, ils ne sont pas connectés au reste du pays. Et puis, en fait, ils vont utiliser Bitcoin, le minage, pour stabiliser tout ça. L'autre axe, c'est la consommation des torchères. Il se trouve que quand on fait une exploitation pétrolière, il y a du gaz naturel qui vient en déchets. Et puis, souvent, les exploitations hydrocarbures, en fait, ils sont éloignés. Et puis, ils font rien de ce gaz. Donc, ils sont éloignés des réseaux électriques, des populations. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils les brûlent. Donc, en fait, il y a plein de torchères à travers le monde. Et puis, on leur met des taxes, on leur met des amendes pour polluer avec du méthane, qui en fait est un gaz à effet de serre bien plus grave que le CO2. Et en fait, ils n'ont pas le choix, ils le brûlent. En fait, avec le minage, il est possible en fait de financer, qui se finance une génératrice qui récupère ce gaz. Et puis, le transfert en électricité, et ils puissent miner, même s'ils sont au milieu de la Sibérie, même s'ils sont au milieu de la mer du Nord, sur une plateforme pétrolière, etc. Voilà. Et en fait, ça permet, là, le minage, concrètement, il a un effet, c'est qu'il permet de réduire les émissions nettes, en fait, de gaz à effet de serre. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était nécessaire qu'il y ait une exploitation pétrolière à tout va pour faire fonctionner Bitcoin. C'est juste que ça existe, ça pollue, et Bitcoin peut apporter un moyen en fait de réduire son impact environnemental. Ça, c'est un exemple en fait d'une installation. Donc ici, vous avez... pas que je dise d'année. Donc là, vous avez le truc du pétrole. Ça, c'est la génératrice. Puis ça, c'est les mineurs qui fonctionnent dans le conteneur. Et finalement, la quatrième voie, qui n'est pas en fait exclusive, qui peut en fait être utilisée par les autres manières de faire du mining, c'est l'exploitation. Parce qu'en fait, le minage, il ne consomme pas l'énergie, il la transforme. Il transforme l'électricité en chaleur. Après, en fait, ce qui se passe essentiellement dans le mining, actuellement, c'est qu'en fait, on considère ça comme un déchet. Alors on le met on s'en débarrasse. Mais il y a possibilité en fait, de l'utiliser pour du chauffage, pour de l'industrie et de la désalinisation. Il y a aussi, en fait, une saisonnalité possible. Je vais vous donner un exemple, en fait, d'utilisation. Et puis, ça permet aussi, en fait, tout ce que je vous ai parlé avant, les torchères, trouver les excédents énergétiques, ça demande une infrastructure quand même élevée. Là, il y a parfaitement possibilité à des individus de le faire à son échelle. Donc, deux exemples. Ça, c'est un Sato. Donc, c'est un chauffe-eau. Ici, en fait, on a des cartes graphiques de ASICS qui sont en immersion dans du liquide spécial qui va chauffer et puis qui va chauffer l'eau. Donc, ça permet en fait de supprimer le mazout si nécessaire. Et puis l'autre exemple, là, c'est sous forme d'expérimentation pour le moment. En fait, c'est utiliser le minage, les machines de minage pour chauffer des serres. D'ici 2030, la Suisse, toutes les serres qui sont actuellement chauffées au mazout doivent passer à une manière écologique en fait, de chauffer leurs serres.
C'est BioSuisse hein, que j'ai eu l'info. Il se trouve que c'est un vrai challenge pour eux. Voilà. Il se trouve que c'est une saisonnalité, hein, c'est 2 mois en automne et 2 mois au printemps. Donc on peut tout à fait imaginer un business qui a des machines de minage, vient les installer au début, à l'automne, les récupère en hiver, peut-être les utilise ailleurs. Quand je vous parlais de gitans, voilà. Mais j'ai rien contre les gitans. C'est très bien. Non, mais en réalité, c'est une énorme opportunité. Voilà. Mais maintenant, on va aussi parler des choses qui fâchent. Parce qu'en fait, il y a du minage au Kazakhstan qui se fait au charbon. Alors, en réalité, c'est une minorité. Et puis, en réalité, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait en Chine. En réalité, le Kazakhstan, en fait, est un pays aussi qui a des ressources énergétiques qui sont aussi renouvelables. Donc, il y a aussi du minage au Kazakhstan qui se fait en hydroélectrique. Mais voilà, en fait, c'est des pays qui n'ont pas d'industrie et puis ont vu une opportunité pour se faire de l'argent. Mais en réalité, comme on est dans une... Comment en fait... En réalité, la question, c'est de savoir, mais comment faire pour que au Kazakhstan, ils arrêtent de miner avec du charbon? En fait, il y a un moyen, et c'est celui qu'en fait, moi, je préconise. Parce qu'en fait, à partir du moment où le gâteau, il est de taille proportionnée, si on utilise toute notre consommation mondiale d'énergie renouvelable qui est en excédent, ça ne va plus être rentable de brûler du charbon. Et en réalité, c'est pas... actuellement, le Bitcoin, il a une valeur haute. La difficulté générale est aussi en train d'augmenter, mais certainement qu'au fur et à mesure, en fait, dans l'évolution du Bitcoin, en fait, maintenant, il y a une tendance claire qui est de plus en plus sur l'énergie perdue, et on est, selon les estimations, à 60% de surplus. Après, de nouveau, les statistiques sont compliquées, donc c'est juste en fait une estimation à prendre aussi avec des pincettes, mais la tendance, elle est claire. Après, il y a d'autres pays qui minent avec des hydrocarbures. C'est essentiellement l'Iran et le Venezuela. Mais les raisons, en fait, de ce minage-là, il est géopolitique. C'est qu'en fait, c'est les pays qui ne peuvent pas exporter leurs hydrocarbures. Et en fait, pour la survie du régime, ils ont besoin de revenus et ils l'utilisent pour miner du Bitcoin. Et puis, finalement, le dernier élément, en fait, c'est les mineurs individuels subventionnés. C'est des problèmes qu'on a beaucoup connus dans d'anciens pays soviétiques. C'est que dans certains pays, au lieu de donner des subventions ou autres, la population bénéficie de tarifs énergétiques extrêmement bas. Ce qui fait que si l'énergie elle est gratuite, on s'achète un mineur et puis on mine. Et ça crée d'énormes problèmes. Parce qu'en fait, ils consomment de l'électricité beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient. Et ça crée des problèmes, même pas écologiques, mais des problèmes au terme d'énergie pour le pays, pour l'industrie, etc. Voilà. Tout ça, en fait, en réalité, les individus, dans la plupart des pays où l'énergie n'est pas subventionnée, ne peuvent pas miner de manière rentable. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est chère. Et puis c'est ça, en fait, qu'on doit apprendre à nos sociétés, peut-être, c'est qu'en fait, l'énergie, c'est cher. À part si on prend des rebuts. Voilà. Je vais juste conclure. Je ne sais même pas l'heure qu'il est. Si j'ai dépassé... Non, ça va encore. Donc, je vais parler un peu des mesures que je pense souhaitables. C'est valable pour la Suisse, mais c'est aussi valable pour d'autres pays. Je crois, tout d'abord, qu'en fait, il faut faire confiance aux entreprises électriques. Ce que je vois en Europe, mais aussi en Suisse, c'est qu'il y a des personnes, peut-être en mal de notoriété,
qui veulent apprendre aux autres, en fait, aux électriciens, comment on gère un réseau électrique. Ça s'est passé en Suède. Donc il y a eu la proposition d'interdire le minage en Suède. La compagnie électrique nationale a dit mais c'est stupide, on en a besoin. Et puis en plus si on arrête, ben ça fait que les mineurs au charbon du Kazakhstan ils sont plus rentables. Ensuite un autre élément, c'est peut-être de soutenir des projets pilotes pour peut-être dans les serres, peut-être pour enfin, de l'exploitation d'énergie en excédent, forcément. Parce que c'est important d'avoir une expérience dans le minage en Suisse. Alors, il y a des entreprises de minage en Suisse, hein, il y en a à Neuchâtel. Mais d'avoir une expérience aussi sur l'intégration, en fait, du minage dans le développement de l'énergie renouvelable. Peut-être des sociétés qui collaborent pour une centrale solaire, d'avoir un peu conséquence, d'avoir intégré quelque chose du minage pour les moments d'excédent. Je pense aussi qu'il est certainement bon de financer des projets d'énergie renouvelable ambitieux dans les pays sans infrastructure. Donc là, c'est plus un appel forcément au développement, l'aide au développement. Je pense que le défi aussi démographique, et puis c'est l'Afrique, et puis la possibilité en fait de financer des projets d'énergie ambitieux qui intègrent le minage de Bitcoin pour les premières années, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il est important également qu'en Suisse, il y a un soutien de la recherche scientifique pour Bitcoin. Je parle de cryptographes. Je parle d'études peut-être d'impact écologique, d'opportunités, peut-être aussi des ingénieurs. Voilà. Et puis, mettre aussi en place des mesures qui permettent de favoriser la concurrence dans le marché des mineurs. Parce que ce qui a rendu possible le développement de l'utilisation du minage de manière intermittente, c'est la baisse du prix des machines. Et puis, actuellement, donc, mais c'est en train d'évoluer, hein, donc, la production était en Chine. Intel vient d'annoncer qu'il se lançait aussi dans l'industrie. Il y en a d'autres. Il y a comment Voilà, il y a Jack. Enfin bref, il y a plein de projets à ce niveau-là. Donc on espère. Il y a aussi un projet en fait d'assembler des mineurs au Salvador. Voilà. Donc il y a des opportunités aussi industrielles à ce niveau-là. Alors c'est une industrie avec actuellement beaucoup de plus-value, mais qui avec le temps en perdra. L'industrie suisse est plutôt basée sur des hautes plus-values, mais ça donne des opportunités dans d'autres pays. Et puis surtout, en fait, voilà, le dernier élément, mais je pense que ça, c'est pas que pour le minage, ni pour Bitcoin. En fait, c'est vraiment inciter les fabricants et vendeurs de développer une filière de recyclage du matériel informatique. Parce que ça, en réalité, les chiffres, si on prend l'exemple des 4 millions de machines de mining. En Suisse, combien de Natel sont vendus chaque année? Donc, mais il se trouve que les machines de minage, c'est des choses qui rapportent. On pourrait très bien mettre dessus des taxes à l'achat pour le recyclage, pour inciter en fait au recyclage. Enfin, tout comme il y a déjà, je crois, des taxes pour ça. Voilà. Avant de conclure, donc... le but de mon exposé est avant tout de vous donner des idées, de pouvoir mieux comprendre un petit peu le sujet. Mais en fait, il ne faut pas me croire sur parole. Donc, don't trust, verify. Si vous voulez être vraiment sûr de ce que je rapporte sur le hash rate, ben vous faites votre propre nœud. Vous pourrez le contrôler vous-même sur votre nœud. Enfin bref, voilà, je vous ai mis mes sources.
Je recommande tout particulièrement la lecture de ce petit texte qui s'appelle le Bitcoin White Paper, qui est vraiment un texte fondateur qui explique ce qu'est le consensus Nakamoto. Ici, vous avez ça, c'est toute une série de liens pour approfondir le sujet du minage. Là, c'est les sources de ce que j'ai mis, les graphiques et autres. Et ici, c'est les 4 exemples de sociétés que j'ai évoquées qui font spécifiquement du minage vert. Voilà. J'ai terminé. Je ne vous propose pas de le faire tout de suite, mais je pense que quand j'ai parlé de surcouche sur Bitcoin, il y a le Lightning Network. Il y a ici des personnes qui n'ont jamais vu comment ça fonctionne. Il y a des gens ici qui savent comment ça fonctionne. Donc après la conférence, n'hésitez pas à faire une démonstration. Ici, donc c'est le site, enfin c'est un projet en fait de soutien de personnes de Goma en Afrique qui ont été sinistrées par un volcan. Puis celui-là, il est un peu particulier. J'ai lancé à midi. Vous avez vu mon nœud? En fait, ça on voit sur un site qui est sur mon nœud et qui permet le paiement direct jusqu'à mon nœud chez moi, de manière sans passer par les banques. Et j'y vends, en fait, c'est une prévente des prochains livres qui sortira dans ma maison d'édition, qui, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais qui parle de Bitcoin et des tulipes. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour des questions.